Imaginez votre 12e anniversaire interrompu parce que votre petite sœur de 5 ans s'est mise à hurler au milieu de la salle, prétextant une cécité soudaine qui a mystérieusement été guérie, avec de la glace et des dessins animés dès son retour à la maison. Imaginez monter sur scène pour recevoir votre diplôme universitaire avec mention, le jour pour lequel vous avez sacrifié votre santé mentale, seulement pour voir vos parents porter votre sœur hors de l'auditorium après une prétendue convulsion. Des années et des années de fausses crises d'asthme, de vertiges inexplicables et de drames exagérés. Le tout toujours calculé pour éclipser l'éclat de la grande sœur. Salut le gang des miaou. L'histoire d'aujourd'hui a été envoyée par une abonnée. Elle n'a pas laissé son nom dans le formulaire, mais a souligné « le plus beau jour de ma vie ». Restez ici avec moi pour voir la véritable signification de la phrase « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Mais avant, si vous avez une histoire et que vous voulez aussi qu'elle apparaisse ici sur la chaîne, envoyez-la dans le formulaire que je vais laisser dans la description. Ma petite sœur, appelons-la Bianca, a toujours été la fille en or, le bébé miracle né quand mes parents avaient déjà renoncé à avoir d'autres enfants et s'étaient résignés à n'avoir que moi. Et depuis le moment où elle est arrivée au monde en hurlant et en exigeant de l'attention, moi, qui avait 7 ans à l'époque et croyais encore que le monde était juste, je suis automatiquement devenue une personne invisible dans ma propre vie. Une sorte d'employé non rémunéré, de babysitter glorifié et de punching ball émotionnel dont la seule fonction existentielle était d'applaudir. Le spectacle de Bianca. Le problème n'était pas seulement le favoritisme éhonté, qui était déjà assez terrible et douloureux à regarder, alors qu'elle recevait des jouets coûteux juste pour respirer et que je recevais des chaussettes à Noël, mais plutôt le fait que Bianca a développé très tôt, presque comme un 6e sens maléfique, le besoin d'être le centre de l'attention dans absolument n'importe quelle situation. Et si elle sentait pendant une milliseconde que l'attention se déplaçait vers quelqu'un d'autre, surtout vers moi, elle trouvait le moyen de ramener les projecteurs sur elle avec la force d'un trou noir, même si pour cela elle devait créer une urgence médicale de toute pièce, simuler un traumatisme ou inventer une maladie exigeant une compassion immédiate. Je me souviens vivement de mes 12 ans, et pour la première fois de toute ma vie, mes parents avaient accepté d'organiser une fête d'anniversaire rien que pour moi au bowling, chose que je suppliais d'avoir depuis des années parce que je voulais sentir, au moins le temps d'une après-midi, que j'étais spéciale, et nous étions tous là, l'odeur de la pizza bon marché et du désinfectant dans l'air, les néons clignotants, mes amis d'école riant et faisant la course, et j'étais sur le point de souffler les bougies du gâteau au chocolat que j'avais moi-même choisi, sentant un bonheur sincère bouillonner dans ma poitrine, quand soudain Bianca, qui avait 5 ans et boudait dans son coin parce que ce n'était pas elle qui recevait des cadeaux, s'est mise à hurler qu'elle était aveugle, hurlant littéralement au milieu de la salle bondée que tout était devenu noir, qu'elle ne pouvait pas voir ses mains et que ses yeux brûlaient comme du feu, ce qui a provoqué une panique générale instantanée. La musique s'est arrêtée, le gérant a accouru, mes parents ont lâché le gâteau qui est tombé de travers sur la table, ont laissé les cadeaux, m'ont laissé là, planté, pendant qu'ils couraient avec elle aux urgences dans une scène digne d'une telenovela mexicaine, laissant ma tante, qui me connaissait à peine, me ramener à la maison après, avoir renvoyé mes amis plus tôt et présenter des excuses à leurs parents pour ce tragique imprévu. Le diagnostic? Absolument rien, zéro, rien d'anormal. Le médecin, visiblement confus, a dit que c'était peut-être une légère réaction allergique à un produit d'entretien ou simplement de la fatigue visuelle, mais par magie, dès que nous sommes rentrés à la maison et que mes parents l'ont mise au lit avec de la glace, des câlins et un marathon de dessins animés, sa vue est revenue parfaitement, miraculeusement guérie par le pouvoir de l'attention exclusive. Et personne? Pas une. Seule âme ne s'est excusée d'avoir ruiné mon anniversaire et transformé ma journée spéciale en traumatisme. En fait, quand j'ai essayé de me plaindre, ma mère a dit que j'étais égoïste, insensible et cruelle de pleurer dans ma chambre alors que ma petite sœur, la pauvre, avait eu une si grande frayeur et avait failli perdre la vue. Ce schéma destructeur s'est répété pendant des années, devenant la bande originale de mon adolescence. À chaque spectacle scolaire où j'avais un solo, elle faisait une crise d'asthme. Elle n'a pas d'asthme. À chaque compétition de natation, que je gagnais et où je montais sur le podium, elle se foulait la cheville de façon dramatique dans les gradins, hurlant de douleur, mais repartait en marchant sans boiter 30 minutes plus. Tard, lors de mon premier rendez-vous avec un petit ami, elle a appelé pour dire qu'elle avait avalé des piles juste pour que je doive rentrer en courant à la maison. À chaque instant où j'aurais pu avoir une once de reconnaissance ou de bonheur, Bianca avait un mal de ventre mystérieux, des vertiges inexplicables ou des crises d'anxiété théâtrale qui exigeaient que tout le monde arrête. Tout pour la calmer, la valider et la chouchouter. Mais la goutte d'eau, le moment nucléaire où quelque chose en moi ne s'est pas seulement brisé, mais a été pulvérisé et est mort à jamais, a eu lieu lors de ma remise de diplôme universitaire, un jour pour lequel j'avais travaillé sans relâche, sacrifiant mon sommeil, ma vie sociale et ma santé mentale, étudiant tard dans la nuit à la lueur d'une lampe pour ne pas réveiller la princesse dans la chambre d'à côté, gardant 2 emplois à temps partiel en servant aux tables et en nettoyant des bureaux pour ne pas avoir à demander un centime à mes parents, vu que tout le budget familial semblait être alloué aux cours de ballet, de théâtre, d'équitation, de piano et de tennis de Bianca, des activités qu'elle abandonnait au bout de 2 mois quand elle se rendait compte qu'elles exigeaient de vrais efforts. J'obtenais mon diplôme avec mention, j'étais la majeure de ma promotion, un exploit que je croyais impossible, et, pour la première fois depuis des années, mes parents semblaient sincèrement fiers, ou du moins faisaient assez bien semblant pour ne pas me faire sentir comme une moins que rien, et ils étaient assis au 2e rang, bien en vue, avec Bianca à leur côté, ayant l'air visiblement agacés et ennuyés, soufflant et levant les yeux au ciel, parce qu'elle devait porter une robe qu'elle n'avait pas choisie,
parce que l'événement ne tournait pas autour d'elle et parce qu'elle ne supportait pas de me voir briller. J'étais sur scène, le cœur battant à tout rompre, le doyen venait d'appeler. Mon nom en insistant sur le cum laude, et je marchais vers mon diplôme, ressentant ce mélange bouleversant de soulagement, d'euphorie et le sentiment de « j'ai réussi malgré tout », quand j'ai entendu un cri perçant, inhumain, venant du public, suivi du bruit incomparable de chaises métalliques qui tombent et de gens qui halètent, et quand j'ai regardé en bas, paralysée au milieu de la scène, j'ai vu ma sœur se débattre par terre, donnant des coups de pied aux gens autour d'elle, avec mes parents criant à l'aide et créant le chaos. Le doyen s'est arrêté de parler. La musique, triomphante, s'est arrêtée. Tout l'auditorium s'est levé, le cou tendu pour voir le drame, et je suis restée là, seule, tenant mon étui à diplôme vide comme une idiote, regardant mes parents porter Bianca hors de l'auditorium dans leurs bras, comme si elle était une poupée de porcelaine cassée ou une victime de guerre, sans même un regard en arrière, sans un signe de la main, sans un « attends-nous », juste des dos tournés et la priorité habituelle. La cérémonie a continué après quelques minutes gênantes, mais l'ambiance n'y était plus, la magie s'était évaporée, j'ai pris mon diplôme en silence, avec un sourire jaune et tremblant, sans personne de ma famille pour prendre une photo, sans personne pour me serrer dans ses bras et me dire « félicitations ». Et puis j'ai conduit seule jusqu'au restaurant chic où nous étions censés déjeuner ensemble pour fêter ça, pour ne trouver qu'un texto sec de ma mère sur mon portable disant « Bianca a fait des convulsions, nous sommes à l'hôpital, nous ne pourrons pas venir, félicitations pour ton diplôme, mange quelque chose et rentre à la maison ». J'ai mangé un hamburger gras toute seule dans ma voiture, sur le parking du restaurant, salissant ma toche de moutarde et pleurant de rage et d'épuisement. Et quand j'ai appelé des heures plus tard pour avoir des nouvelles, j'ai découvert que les médecins, après des batteries d'examens hors de prix, n'avaient absolument rien trouvé d'anormal chez elle. Aucun signe neurologique, rien dans les analyses de sang, aucune activité électrique anormale. Et quand je suis rentrée à la maison plus tard, j'ai trouvé Bianca assise sur le canapé, sereine, mangeant du popcorn et riant devant une comédie romantique à la télé. Et quand j'ai demandé d'une voix tremblante ce qui s'était passé, elle a simplement haussé les épaules, sans même quitter l'écran des yeux, et a dit « Je crois que c'était la chaleur. Il faisait très lourd à l'intérieur, et toute cette toge m'a donné de la claustrophobie. Mais je vais mieux maintenant, ce n'était rien de grave. » Mes parents, bien sûr, l'ont traitée comme une survivante miraculée, disant que c'était une intervention divine qu'elle aille bien et que je devrais être reconnaissante que ce ne soit rien de grave, ignorant complètement le fait qu'elle avait ruiné l'un des jours les plus importants de ma vie et transformé mon accomplissement en une note de bas de page dans son drame. Ce jour-là, j'ai fait un pacte silencieux avec moi-même. Je ne laisserai plus jamais cela se reproduire. Je quitterai cette maison toxique et je me construirai une vie blindée où Bianca ne pourrait pas m'atteindre. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec une détermination glaciale. J'ai déménagé la semaine suivante. J'ai trouvé un excellent travail dans une multinationale. J'ai rencontré mon mari, qui, malgré des défauts avec sa propre mère, a été horrifié quand je lui ai raconté mon histoire, et m'a toujours farouchement soutenue face à ma famille. Et j'ai maintenu un contact chirurgical et minimal avec eux, juste assez pour ne pas être déshéritée et pour sauver les apparences. Pendant les fêtes de fin d'année, où je restais au maximum 2 heures chronométrées, avant d'inventer une fausse excuse à propos du chien ou du travail pour partir. 5 années de paix relative se sont écoulées, et Bianca, qui n'a jamais fini la fac, a sauté de cursus en cursus et changé de carrière tous les 6 mois financée par mes parents. Une semaine, elle était photographe, l'autre, créatrice de bijoux, puis influenceuse lifestyle, a annoncé qu'elle allait épouser un type qu'elle ne connaissait que depuis 4 mois. Un type riche, issu d'une famille traditionnelle et bien trop passif, qui ne semblait avoir aucune idée de l'ouragan dans lequel il s'embarquait. Évidemment, le mariage serait l'événement du siècle, le couronnement de la reine. Mes parents ont hypothéqué la maison, la même maison qu'ils disaient ne pas pouvoir vendre pour payer mes études, pour financer la fête luxueuse qu'elle exigeait, et à ma grande surprise, mon choc et mon horreur, elle m'a appelée pour me demander d'être sa demoiselle d'honneur. Non pas parce qu'elle m'aimait bien ou voulait renouer les liens, mais parce qu'elle voulait que je paie son enterrement de vie de jeune fille à Las Vegas avec mon salaire de cadre, et parce que ça ferait moche sur les photos d'Instagram si sa seule sœur n'était pas à l'hôtel pour servir d'accessoire. J'ai refusé de payer le voyage, ce qui a généré un chaos, des appels téléphoniques avec des cris, ma mère pleurant et disant que je détruisais la famille. On m'a traitée de jalouse, de mesquine, d'aigrie et de ratée. Mais dans un moment de faiblesse, j'ai accepté d'aller au mariage et d'être demoiselle d'honneur uniquement pour éviter que mes parents ne débarquent à ma porte en faisant un scandale dans ma résidence. Pendant les mois de préparation, Bianca a été la personnification d'une bridezilla élevée à la puissance 10. Elle m'appelait à 3 heures du matin pour se plaindre que la nuance de rose blush des serviettes était trop saumon. Elle a exigé que je perde 5 kilos pour ne pas avoir l'air grosse et disharmonieuse sur les photos, a critiqué mes cheveux, ma peau, et a fait des commentaires constants et venimeux sur la façon dont mon mariage avait été simpliste, trop rustique et pauvre, comparé à la grandeur impériale du sien. J'ai tout supporté, avalant des couleuvres, me mordant la langue, jusqu'au sang, souriant et faisant coucou comme un pingouin de Madagascar. Mais la colère de la remise des diplômes, cette braise que je croyais éteinte, était toujours là, attendant juste une bouffée d'oxygène pour exploser. L'occasion s'est présentée la semaine du mariage, lors du dîner de répétition, quand je suis allée aux toilettes et que j'ai entendu la voix de Bianca venant du balcon, parlant avec une amie au téléphone, riant fort, d'un son cruel et moqueur, sur la façon dont elle avait simulé cet évanouissement à ma remise des diplômes des années auparavant, tout simplement parce qu'elle s'ennuyait, qu'elle avait chaud et qu'elle savait que si j'avais toute l'attention ce jour-là, je deviendrais insupportable
et prétentieuse. Elle a dit en toutes lettres en articulant. C'était la meilleure prestation de ma vie, ma fille. Mes parents ne se sont doutés de rien. Ils sont partis en courant avec moi, et sa tête de déterré sur scène tenant. Ce bout de papier n'avait pas de prix. Ça valait chaque seconde passée à l'hôpital à faire semblant d'être confuse. Ça a été le déclic, le bruit d'un cran de sûreté qui saute dans mon cerveau. Ce n'était pas seulement une de mes suspicions paranoïaques, c'était des aveux. Elle avait volé mon moment exprès, froidement, par pure méchanceté, par caprice et par jalousie. Et c'est là, debout, dans le couloir des toilettes, avec les mains tremblantes de haine, que j'ai décidé, il n'y aurait pas de pardon, il n'y aurait pas de conversation civilisée, ce serait la guerre, œil pour œil, dent pour dent, traumatisme pour traumatisme, convulsion pour convulsion. Le plan a commencé à prendre forme dans mon esprit avec une clarté cristalline et effrayante. Je n'allais pas seulement faire une scène, j'allais faire la scène, la prestation de ma vie. J'ai passé les nuits suivantes à rechercher les symptômes des crises tonico-cloniques sur YouTube. J'ai lu des rapports médicaux. Je me suis enfermée dans la salle de bain pour m'entraîner à tomber par terre sans me faire vraiment mal. J'ai pratiqué le roulement des yeux devant le miroir. J'ai étudié les sons gutturaux. J'étais déterminée à livrer une performance digne d'un Oscar, d'un Tony et d'un Golden Globe simultané. Le jour du mariage est arrivé, et tout était absurdement exagéré, presque ringard. Des fleurs importées qui coûtaient plus cher que ma voiture, un orchestre jouant des chansons pop en version classique en direct. Bianca ressemblait à une princesse Disney, radieuse, arrogante et intouchable, adorant chaque seconde d'adoration qu'elle recevait, traitant les serveurs comme des moins que rien et les demoiselles d'honneur comme des servantes. La cérémonie fut longue, ennuyeuse et pleine de faux vœux sur l'amour éternel, et je me suis comportée à la perfection, le modèle de la sœur dévouée, tenant le lourd bouquet, ajustant la traîne kilométrique de son voile, souriant, pour les caméras jusqu'à ce que j'en ai mal aux joues, la sœur parfaite et soumise qu'elle pensait avoir apprivoisée. La réception s'est déroulée dans une immense salle de bal avec des lustres, en cristal, et j'ai attendu patiemment. J'ai attendu le cocktail, j'ai attendu le dîner à 5 plats, j'ai attendu les premières danses gênantes. J'ai attendu le moment crucial, l'apogée de la soirée, les discours et la coupe du gâteau. Mon père, déjà un peu éméché par le vin cher, a fait un discours larmoyant et interminable sur la façon dont Bianca était la lumière de sa vie, l'ange de la famille, je dois être l'ampoule grillée de la cave apparemment. Le marié a dit des banalités génériques, et puis ce fut son tour à elle, la star, de remercier tout le monde et d'être le centre de l'univers. Elle a pris le micro, les yeux brillants de narcissisme, avec les 300 invités qui la fixaient dans un silence respectueux, les lumières de la salle ont baissé, un projecteur de poursuite a illuminé son visage parfaitement maquillé, et elle a commencé, la voix étranglée par une fausse émotion. J'ai toujours rêvé de ce jour, où tout serait parfait, où je serais la personne la plus heureuse du monde et où rien ne pourrait gâcher ce moment. C'était mon signal, le déclencheur cosmique. J'étais debout juste derrière elle, légèrement à droite, parfaitement visible de toute la salle et positionnée stratégiquement à côté de la table du gâteau à 6 étages. J'ai commencé à faire trembler la main qui tenait ma coupe de champagne en cristal. J'ai laissé tomber la coupe. Le bruit du verre se fracassant sur le sol en marbre a résonné dans la salle silencieuse comme un coup de canon. Tout le monde m'a regardé, surpris. Bianca s'est arrêtée de parler, son sourire a disparu, et elle s'est retournée agacée d'avoir été interrompue. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle sifflé loin du micro, avec ce regard de « je vais te détruire ». Mais je n'ai pas répondu, je n'étais déjà plus là. J'ai roulé les yeux en arrière jusqu'à ce qu'on ne voit plus que le blanc. J'ai poussé un gémissement guttural et terrifiant que j'avais répété pendant des semaines, et je me suis effondrée sur le sol avec le poids mort d'un corps inerte. Mais ce n'était pas l'évanouissement gracieux d'une demoiselle victorienne. Je me suis jetée avec force, de manière calculée, heurtant latéralement la table du gâteau, entraînant la nappe en soie avec moi. Le gâteau monumental, une tour de sucre et d'arrogance, a vacillé pendant une seconde atroce et s'est effondré sur moi et sur le sol dans une explosion de glaçage, de génoise et de garniture aux fruits rouges. J'ai commencé à me débattre violemment au milieu du désastre, imitant les mouvements spasmodiques que j'avais étudiés. J'ai frappé mes bras sur le sol en répandant de la crème chantilly partout. J'ai donné des coups de pied dans les chaises à proximité. J'ai renversé des compositions florales. Le chaos fut instantané, absolu et assourdissant. Des cris d'horreur ont éclaté de toutes parts. « Mon Dieu, elle fait une attaque !» a crié quelqu'un d'une voix paniquée. « Elle est en train de mourir !» a hurlé une autre tante. Mes parents, conditionnés par des années à courir pour sauver Bianca, ont eu leur instinct activé. Mais cette fois-ci, la cible, c'était moi. Ils ont couru vers moi, renversant la mariée, poussant Bianca hors du chemin avec une violence que je n'avais jamais vue. « Appelez une ambulance! Appelez un médecin! Pour l'amour de Dieu !» hurlait ma mère avec hystérie, agenouillée à mes côtés dans le mélange de gâteau et de champagne, me tenant la tête et salissant sa robe de soirée de glaçage. Je pouvais entendre le pandémonium autour de moi, des assiettes se brisant, des gens courant, des serveurs essayant d'aider. La musique s'est arrêtée brusquement, et au milieu de tout ça, la voix de Bianca, stridente, aiguë et furieuse, fendant l'air. « Elle fait semblant! Relevez-la tout de suite! Elle gâche mon mariage! C'est une menteuse! Regardez mon gâteau! Regardez ma robe !» Mais sa réaction, cette explosion d'égoïsme pur, a eu l'effet inverse de ce qu'elle espérait. Voir la mariée crier, jurer et s'inquiéter pour le gâteau pendant que sa sœur mourait et convulsait sur le sol a fait que tout le monde, y compris la famille du marié, la regardait avec horreur et avec un dégoût absolu. « Bianca, tais-toi! Ta sœur fait des convulsions !» lui a crié mon père, le visage rouge de fureur, défendant pour la première fois de sa vie la mauvaise fille, et le choc sur son visage en se faisant réprimander le jour de son grand jour devait être impayable,
Une œuvre d'art. Dommage que j'étais trop occupée à trembler et à baver pour l'apprécier visuellement. J'ai continué la convulsion pendant environ 2 minutes interminables, qui semblent une éternité quand vous vous débattez sur un sol froid, collant et plein de bris de verre. Et puis je me suis arrêtée progressivement, restant immobile, simulant la phase post-critique, où la personne est confuse, molle et léthargique. Quelqu'un avait appelé le 911. La fête était terminée, l'ambiance de célébration était morte et enterrée sous les décombres du gâteau. Personne ne regardait la mariée. Personne n'admirait la robe à 10 000 $ qui avait maintenant des éclaboussures de garniture. Tout le monde me regardait avec pitié ou chuchotait, choqué par la froideur psychopathique de Bianca. Quand les ambulanciers sont arrivés avec le brancard, se frayant un chemin parmi les invités abasourdis, on m'a immobilisée, faisant toujours semblant d'être dans les vapes, me réveillant sans savoir où j'étais. Pendant qu'ils me transportaient hors de la salle, je suis passée devant Bianca. Elle se tenait au milieu du désastre, le mascara coulant à force de pleurer de haine, la robe tachée, les cheveux défaits, retenue par son fiancé qui semblait mortifié et honteux de son comportement. Je l'ai regardée, nos regards se croisaient, et pendant une brève seconde, un millième de seconde, où personne d'autre ne regardait parce qu'ils étaient concentrés sur le fait de dégager le passage pour le brancard, j'ai fait un tout petit sourire, presque imperceptible, et un lent clin d'œil. Sa mâchoire s'est décrochée, ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Elle a essayé de foncer sur moi, pointant du doigt, criant comme une folle. « J'ai vu! Vous avez vu ?» Elle a fait un clin d'œil. Elle rit. Elle fait semblant. C'est que des mensonges. Mais cela l'a seulement fait paraître encore plus hystérique, déséquilibrée et cruelle devant les ambulanciers et les invités. « Madame, s'il vous plaît, reculez », a dit un ambulancier avec mépris, pensant qu'elle était un monstre sans cœur. À l'hôpital, j'ai fait tous les examens possibles. Scanner, prise de sang, tout. Évidemment, ils n'ont rien trouvé. J'ai dit au médecin d'une voix faible et victimisée, « J'ai été très stressée dernièrement avec le travail et l'organisation du mariage. C'était peut-être une... dépression nerveuse. Je voulais juste que sa journée soit parfaite. » Il a acquiescé avec sympathie, a dit que le stress extrême pouvait provoquer des réactions physiques de conversion et m'a laissé sortir avec la recommandation d'un repos absolu. Mes parents étaient pâles, ayant vieilli de 10 ans en 1 heure, inquiets, et pour la première fois depuis des décennies, l'inquiétude était, sincèrement pour moi, chargée de culpabilité. Bianca est apparue à l'hôpital 1 heure plus tard, toujours avec sa robe de mariée sale, traînée par son mari qui semblait furieux. Elle est entrée dans la chambre en soufflant, prête à me démasquer, criant que j'étais une actrice, mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche pour vomir son venin, mon mari, qui était au courant de tout le plan depuis le début et mérite un prix du meilleur second rôle pour l'air inquiet qu'il a gardé toute la soirée, s'est levé, lui a bloqué le passage et a dit d'une voix ferme « Ne commence même. Pas Bianca, ta sœur a failli mourir. Elle s'est effondrée devant toi et tu ne te soucies que de ta putain de fête et de ton gâteau. Tu es malade, tu as besoin d'aide. » À ma grande surprise, mes parents ont été d'accord, lui disant de la fermer et de sortir si ce n'était pas pour m'apporter du soutien. Ils étaient tellement secoués par la scène visuellement traumatisante que j'avais créé le gâteau, le verre, les spasmes, qu'ils n'arrivaient pas à assimiler l'idée que ça puisse être faux, parce que dans leur tête, construite au fil des années, il n'y a que Bianca qui fait des drames. Je suis la fille stable, le rock, celle qui supporte tout. La lune de miel de Bianca aux Maldives a été annulée parce que le marié était tellement horrifié par son manque d'empathie et son accès de fureur qu'il a dit avoir besoin de temps seul pour réfléchir s'il avait épousé la bonne personne, affirmant qu'il ne connaissait pas cette facette d'elle. Spoiler, ils se sont séparés. 6 mois plus tard, le divorce a été moche et coûteux. Dans les semaines qui ont suivi, toute la famille, oncles, cousins, grands-parents, a traité Bianca comme un paria social pour avoir crié sur sa sœur en pleine convulsion et pour s'être plus inquiété de la fête que de la vie de sa sœur. J'ai reçu des fleurs, des cartes de prompt rétablissement, des paniers de petits déjeuners et des petites attentions que je n'avais jamais reçues de toute ma vie, étant traitées avec une délicatesse inédite. Est-ce que j'ai fini par avouer? Bien sûr que non à mes parents, je les ai laissés vivre avec leur culpabilité et leur frayeur. Mais 1 an plus tard, à Noël, quand Bianca, déjà divorcée et amère, a essayé de m'humilier à la table du réveillon devant la nouvelle petite amie de mon cousin, insinuant que j'étais instable, j'ai attendu un moment où nous étions seuls dans la cuisine. Je me suis penchée tout près de son oreille. J'ai serré son bras fort et j'ai chuchoté. Si tu ouvres la bouche pour dire un seul mot sur moi, je fais une autre convulsion tout de suite, je tombe sur le sapin de Noël, je renverse la dinde et je dis que c'est le stress que tu m'as causé. Et cette fois, personne ne doutera. Elle est devenue blanche comme un fantôme, a dégluti et s'est tue pour le reste de la soirée. Aujourd'hui, je garde une distance saine et sûre d'eux, tous, à l'exception de mon mari et de mes enfants, vivant ma vie en paix, mais chaque fois que je regarde les photos de ce jour fatidique que quelqu'un a posté sur Facebook et que je vois en arrière-plan, flou, Bianca avec le visage rouge de colère et sa robe ruinée pendant qu'on me porte comme une reine martyre sur le brancard entourée d'attention, je ressens une paix intérieure, profonde, une sérénité qu'aucun thérapeute, yoga ou méditation ne pourrait m'apporter, car la vengeance est un plat qui se mange froid, mais dans mon cas, elle avait le goût sucré du gâteau de mariage écrasé, de la chantilly à la saveur de victoire et de la douce justice poétique de voir la fille qui a toujours volé la vedette être enfin et brutalement éclipsée par le propre jeu qu'elle a inventé. Mes amis, quelle œuvre d'art nous venons d'entendre. Soyons honnêtes ici. Bianca n'est pas seulement une mauvaise sœur ou une enfant gâtée. Ce que nous avons entendu dans cette histoire frise la psychopathie,
Le fait qu'elle ait avoué en riant avoir simulé une urgence médicale juste pour voler le moment de la remise des diplômes de sa sœur, c'est d'un narcissisme si toxique que ça en devient radioactif. Elle a passé toute sa vie à utiliser l'empathie des autres comme une arme, manipulant ses parents, qui, soyons clairs, sont tout aussi coupables qu'elle pour avoir créé ce monstre, et transformant la vie de notre protagoniste en enfer. Mais ce qui rend cette vengeance si savoureuse, si incroyablement satisfaisante, c'est la vengeance brutale. Notre abonnée n'a rien inventé de nouveau, elle a simplement pris le manuel d'instruction que Bianca elle-même a écrit et l'a exécuté avec la précision d'une actrice d'Hollywood, ce fut le karma instantané. Et, le détail crucial, la réaction de Bianca. Pendant que sa sœur était par terre, en train de convulser, sa préoccupation n'a pas été « Mon Dieu, ma sœur est en train de mourir », ça a été « Ma robe et mon gâteau ». Là, à cette seconde précise, le masque est tombé à la vue de tous. Le fiancé l'a vu, la famille l'a vu, les invités l'ont vu. Elle s'est auto-détruite par sa propre vanité. Je dois adresser une étreinte spéciale au mari de notre abonné, le véritable MVP de cette telenovela, qui a tenu le coup et a défendu sa femme comme un lion. Et ce chuchotement final, à Noël, si tu dis un A, je fais une autre convulsion tout de suite. Génial. Tout simplement légendaire. Bianca vit désormais en otage de son propre jeu. Mais, et vous dans les commentaires, qu'en avez-vous pensé? Notre abonnée est-elle allée trop loin ou Bianca a-t-elle récolté exactement ce qu'elle a planté pendant 20 ans? Personnellement, j'applaudis debout. Laissez votre opinion ici en bas, n'oubliez pas le like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de chaos familial et de vengeances épiques. À la prochaine.